Bienvenue sur Santé Organisée. Aujourd'hui, on reçoit le professeur Laurent Carilla, psychiatre addictologue, auteur de nombreux livres, conférencier, chroniqueur télé, créateur de contenu et créateur du podcast Addiction. Ça a toujours existé, les addictions, depuis la Rome antique, quoi, tu vois. L'addict, ce circuit ne marche plus. Donc il est plus motivé à changer son comportement. Et à ce sujet, on parle souvent d'addiction comme d'un problème des autres, mais au fond, on est tous accros à quelque chose. Aux écrans, au sucre, au boulot, à l'amour, à la nicotine, à la dopamine. Et Laurent Carilla, c'est l'un des médecins qui parle des dépendances avec le plus de science, d'humour, d'humanité et une bonne dose de heavy metal. Avec lui, on va essayer de comprendre sans culpabilité comment nos cerveaux s'emballent et pourquoi finalement, on est tous un peu accros. Professeur Laurent Carilla. Bonjour. Bienvenue dans Santé Organisée. Merci. On va commencer cash. Vas-y. J'ai l'impression qu'on peut être cash. On se tutoie. Ouais. T'es accro à quoi, toi, à part le métal ? Au travail. Mais j'adore ça. Ça me passionne, tu vois. Moi, je fonctionne que par passion, donc il faut que, tu vois, qu'il y ait un truc derrière, voilà, des projets, les soins, la recherche, l'enseignement, mes podcasts, un peu la télé, enfin tout ça, il faut que ça soit cool, quoi. Il faut que ça fuse. Ouais. Et c'est quoi la différence entre adorer un truc et une vraie addiction ? L'addiction, c'est une maladie. Adorer un truc, c'est pas une maladie. Adorer un truc, ça peut rejoindre la passion. Donc c'est un truc où justement ça peut emprunter un peu à l'addiction. Des fois on peut se dire je suis un peu addict et tout. En fait l'addiction c'est vraiment, toi j'utilise ce moyen mnémotechnique, 5C, 12 mois, perte de contrôle, usage compulsif, on peut pas s'empêcher de le faire. Le craving, un mot anglais qui veut dire l'envie irrépressible de consommer, de faire quelque chose. Le quatrième C, c'est un usage chronique, continu, tu vois, régulier, c'est pas forcément tous les jours, mais c'est très prenant. Et le dernier C, il y a des conséquences sur ta vie. Si tu as ces 5 C pendant 12 mois, t'es addict. Donc t'es malade. T'as une maladie chronique. Et bon, j'ai lu tes 2 derniers bouquins. C'est cool, ouais. Très intéressant. Ils sont tous en poche maintenant, tu sais, celui-là. On n'a qu'une ville en poche. Et Docteur Addict, il va sortir en poche. Eh ben, j'ai lu les grands formats. Ouais. C'est plus agréable avec l'âge pour bien voir. Et j'ai appris plein de choses. Ouais. Notamment, tu parles dans On n'a qu'une vie, il me semble, de l'addiction positive. Ouais. Alors, je voudrais bien savoir ce que c'est. Ça rejoint un peu cette notion de plaisir. Ouais, j'ai détourné le concept de l'addiction. L'addiction, c'est une maladie, c'est négatif, il n'y a que des conséquences. Tu souffres, tu consommes pour pas souffrir, tu vois. L'addiction positive, finalement, je me suis dit, quand t'es vraiment passionné d'un truc, tu peux avoir des symptômes qui ressemblent à l'addiction. Tu vois, tu peux perdre un peu contrôle. Je sais pas toi ce que tu kiffes, mais tu vois, si je sais pas, moi, je peux acheter des trucs autour du heavy metal, et donc tu vois, je peux acheter beaucoup, mais je peux me le permettre. Enfin, c'est pas des milliards de dollars, mais tu vois, je peux m'acheter 10 disques, 10 vinyles en même temps. Alors voilà. Bon, après pour les gens, ça peut être bizarre, tu vois. Tu peux un peu perdre contrôle, avoir des envies irrépressives d'acheter ou de consommer un truc. Il y a un truc où tu peux pas t'empêcher d'eux, tu vois. Mais tant que t'as pas de conséquences sur ta vie, voilà, c'est... en fait, l'addiction positive, c'est plaisir, récompense, émotion positive, essentiellement. D'accord. Parce que moi, tu vois, j'adore lire. Ouais. Et parfois, je me dis, est-ce que c'est pas une addiction, tu vois, de pas pouvoir poser ton livre avant de te coucher ? Non, c'est un kiff, c'est une passion. C'est une passion. Ouais. Ça te fait pas souffrir. Non, mais à la fin du livre, tu vois, j'ai un peu c'est cette notion de oh là là, il est déjà terminé. Ouais. Tu vas en relire un autre. Tu vas en relire un autre. Exactement. Donc on peut être addict. L'addiction positive, ce serait être addict aux légumes. Tu vois, c'est bon pour la santé. Non, addiction positive. En fait, moi j'ai utilisé cette terminologie-là parce que les gens ils disent je suis addict à tout et n'importe quoi. Tu vois, je suis addict à toi, je suis addict au sushi, je suis addict à ceci, je suis addict à cela. Donc tu vois, je me suis dit mais quand même les gens sont malades quoi, ceux qui sont addicts, c'est pas cool pour eux quoi. Tu vois, donc ok, addiction positive. Alors il y a des spécialistes qui vont dire on ne peut pas additionner ces deux mots. Hein. Ouais, j'entends. Mais je m'en fous. Ok, très bien. Et donc le moment où ça se transforme en addiction, finalement, c'est ces 5 C. Ouais, c'est moyen technique. T'as d'autres symptômes si tu veux, mais ouais, en gros c'est 5 C pendant 1 an surtout. Ouais. Ok. Est-ce qu'on est plus addict aujourd'hui qu'il y a 50 ans ? Je dirais que Internet a fait émerger plein de choses, si tu veux. Il y a des nouveaux produits, il y a des nouveaux comportements. Je pense, oui, la prévalence est un peu plus élevée qu'il y a 50 ans, c'est clair. Mais ça a toujours existé, les addictions, depuis la Rome antique, quoi, tu vois. Dans Doc Addict ou pas, tu parles de l'addiction comme un arbre. Et je trouvais ça hyper intéressant. Tu peux l'expliquer, ça ? Moi, j'aime bien les métaphores. En fait, ça s'appelle l'addict arbre. En fait, quand tu vois un arbre dans la rue, tu vois, surtout là en hiver, par exemple, tu vois un gros tronc et des branches. Et en fait, ces branches-là, chaque branche représente soit une drogue, soit de l'alcool, soit du tabac, soit un comportement. D'accord ? Et en fait, les patients, quand tu les vois, et les patientes, tu les vois pour ces branches d'arbres.
Donc, si tu traites que la branche d'arbre, sans traiter toutes les racines qu'il y a en dessous, eh ben, la branche, elle repousse, tu vois. Tu les hospitalises, ils consomment plus, etc. Si tu traites que la branche, elle finit par repousser. Donc, il y a une rechute potentielle. En fait, toutes les racines, c'est quoi? Eh ben, c'est ton histoire personnelle, ta génétique, est-ce qu'il y a eu des traumas, tout ce qu'il y a au fond de toi, toute ton histoire, c'est les racines de l'arbre. C'est-à-dire que quand on traite quelqu'un d'addict, il faut traiter les racines et les branches. Donc, pour bien prendre en charge, il faut soigner aussi la cause. Tout à fait, les racines. Et est-ce qu'il y a des habitudes du quotidien qui, en fait, sont des addictions déguisées, tu penses? Les habitudes, tous ces rituels-là, ils peuvent s'inscrire dans des addictions. Mais, c'est ça, c'est plutôt l'histoire des rituels. Mais les rituels isolés, non. Tu peux avoir un truc très ritualisé dans ta vie de couple, je sais pas, tu vois. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. Tous les vendredis soirs à 20h30, toi et ton mari et toi, vous prenez un apéro et après vous allez au resto. Tu vois, je dis n'importe quoi. Tu vois, ça c'est très ritualisé, donc c'est pas addictif. Ok, il y a une différence entre le rituel et l'addiction. Le rituel, c'est tu répètes le comportement, tu vois. On parle d'addiction, là, à partir de quand on parle d'addiction à l'alcool? Les 5C, 12 mois avec l'alcool. Très clair. Voilà. L'addiction, c'est pas une notion de nombre de consommation. Je fais une interview récemment où la journaliste me dit est-ce que c'est plus grave de consommer 1 demi-gramme de cocaïne ou 1 gramme de cocaïne? Et moi, je lui dis c'est pas la notion de quantité qui est importante, c'est le comportement en fait. Tu vois, si quand tu dis boire un verre de coca, si plutôt tu bois 5 litres de coca par jour, ça c'est problématique. Oui. Tu vois, si tu bois un verre de coca tous les jours, moi j'aime pas trop le coca zéro, ok. Un coca zéro tous les jours, c'est pas très très grave. Même si tu vois des tas de trucs délirants sur les réseaux sociaux. Hein, quand même. Ouais. Est-ce qu'on est tous addicts à quelque chose, tu penses? On est tous potentiellement addicts à quelque chose. Heureusement qu'on n'est pas tous addicts, t'imagines? C'est comme si tu disais, est-ce qu'on est tous diabétiques? Est-ce qu'on est tous malades? Et c'est est-ce qu'on est tous malades? Non. Mais on a des choses qui peuvent nous trigger à l'addiction? Ça dépend de tes facteurs personnels, en fait. De tes facteurs personnels. Et en fait, il y a des facteurs de vulnérabilité à l'addiction. D'abord, il y a toi, comment tu t'es développé personnellement, ta puberté, ta maturité cérébrale, etc. Il y a des différences garçons-filles, mais ça interagit avec des facteurs psychologiques, tempéramentaux, tu vois. Tempérament, par exemple, est-ce que t'as pas peur du danger? Est-ce que t'aimes toujours rechercher des sensations fortes, tu vois? Est-ce que t'es un peu déprimé? Est-ce que t'es un peu anxieuse? Ça interagit avec les facteurs génétiques. Est-ce que dans ta famille, il y a des gens addicts? Ça explique pas tout, mais ça peut favoriser. Ton cerveau, comment tu l'as malmené avec des drogues ou des comportements, ça joue aussi. Et puis l'environnement, ça joue aussi. Il faut que ces 5 facteurs-là soient déséquilibrés pour être addict. Tu parlais de différences garçons-filles. Ouais. En quoi? Par exemple, si tu prends la question de l'alcool, les hommes et les femmes devant l'alcool, ils sont pas égaux. C'est-à-dire que pour une même quantité, pour le coup, une femme, elle va plus encaisser qu'un homme, quoi, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a des différences hormonales, parce qu'il y a des différences musculaires, parce qu'il y a des différences de masse grasse, etc., etc. Quand tu dis encaisser, c'est plus en souffrir. Ah ouais. C'est-à-dire qu'une femme peut être, par exemple, ivre plus vite qu'un homme à la même quantité, tu vois. Et est-ce qu'il y a des études aujourd'hui sur l'addiction qui serait la plus répandue en France? Non, il n'y a pas d'études sur la plus répandue. On voit avec les prévalences que tu vois, l'alcool et le tabac, c'est au sommet en termes de substances. Après, on voit la cocaïne qui monte beaucoup. T'as le cannabis qui est toujours pas loin. Tu vois, c'est plutôt... Ouais, on a des estimations épidémiologiques à peu près tous les ans sur les substances. Est-ce qu'il y a des addictions qui te font peur pour tes enfants? Moi, mes enfants, je leur ai parlé très tôt des substances, etc. Donc, ils sont au courant de tout à peu près. Tu vois, moi, j'ai mon fils... Émile, le petit, qui a 16 ans maintenant, mais qui disait en sortie scolaire à l'époque, tu vois, une petite classe, hein, à un parent accompagnateur, ouais, faites attention à la MDMA, je sais plus comment il arrive à ça, quoi. Et le père a halluciné. Surprenant. Tu vois. Ouais, il parle de la MDMA et tout. Ouais. Non, mais ils sont au courant. Donc, mais il faut parler tôt aux enfants des substances et des comportements aussi. L'Australie vient d'interdire les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Ouais. En France, on commence à en discuter. T'en penses quoi? Moi, les interdictions, pour moi, c'est pas efficace, quoi. On sait très bien, les politiques de prohibition, ça n'a jamais marché. On l'a vu avec le cannabis, on le voit avec le cannabis en France, on l'a vu avec l'alcool aux États-Unis il y a longtemps. Ça marche pas, ça. Mais le téléphone, c'est un vrai sujet pour les ados, tu penses? Ouais, non, le smartphone, c'est un vrai sujet pour tout le monde, mais c'est devenu un outil indispensable. Je veux dire, le smartphone, c'est un peu ton doudou, quoi. Donc,
peu importe ton âge, mais c'est indispensable. Après, il y a la façon dont on éduque les gens avec le smartphone. Je veux dire, si toi, tu es un mauvais exemple pour tes enfants, c'est sûr que eux, ils vont faire pareil que toi. Donc, non, mais je crois que interdire, ok, on verra. On l'a vu, parce que moi, ça me fait rire de chez rire, si tu veux. En France, ils ont interdit, tu sais, ce qui est très bien, enfin, très bien. Ils ont interdit les accès au streaming pornographique aux moins de 18 ans. Donc, ok, c'est... d'accord, le porno, c'est interdit aux moins de 18 ans, on est d'accord. Mais moi, j'ai interrogé des jeunes de moins de 18 ans. Comment vous faites alors? Parce qu'ils continuent à avoir du porno. On a des VPN, on va à l'étranger, on se fait des faux selfies, parce qu'il y a une identification par selfie, tu vois. Qui vieillissent. Ouais. J'ai vu. On fait selfie IA, mais... Ils contournent. Voilà, tu vois, donc, tu vois, il faut une vraie politique de régulation et de prévention. Là, ok, ce serait plus efficace que d'interdire. Mais est-ce qu'il y a vraiment des atteintes physiques sur le long terme de cette surutilisation des réseaux sociaux? Parce qu'on voit plein de choses passer sur les réseaux sociaux. Ça abîme le cerveau, ça crée des problèmes de concentration à long terme, plus de TDAH. Est-ce que c'est vrai, tu penses? Non, déjà, plus de TDAH, c'est pas vrai. Parce que le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental qui préexiste. Tu vois, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Bon. Après, il y a certains... il y a aussi les effets bénéfiques des écrans quand même sur, justement, des maladies comme le TDAH ou les troubles du spectre autistique. Je veux dire, faut arrêter. Les écrans, ça rend pas bipolaire, ça rend pas schizophrène, ça rend pas autiste. Tu vas vois. rassurer des parents, là. Ouais, non, faut arrêter. Bien sûr que quand on utilise beaucoup, qu'on soit jeune ou plus vieux, les écrans non-stop, le smartphone non-stop, bien évidemment, si tu restes coaché des heures et des heures devant des trucs qui tournent, tu veux peut-être plus faire ce qu'on appelle une déficience visuelle, des difficultés à accommoder. On sait qu'il y a une épidémie de myopie comportementale, tu vois, à partir de 12 ans, mais ça touche pas que les jeunes. Enfin, il y a plein de choses comme ça, tu vois. Mais sur le plan psychique, ça te rend pas déprimé, ça te rend pas trouble anxieux. Tu peux avoir plus d'anxiété, plus de tristesse, moins d'attention, moins de concentration, ça c'est vrai. Et est-ce que tu penses qu'il faut aborder ce sujet avec nos ados? Mais évidemment. Et comment on l'aborde? Mais évidemment, il faut très tôt l'aborder en fait, tu vois. Il faut très tôt l'aborder. Ce qu'on a vu, il y a eu un déraillage total, je sais pas si ça existe ce mot déraillage. Il y a eu un débordement total avec les confinements, tu vois. C'est-à-dire que avant, il y avait plus ou moins une régulation, on va dire entre guillemets, de l'usage des smartphones. Après le confinement, c'était le désordre total, parce que on a ouvert les vannes. Toutes les vannes étaient ouvertes et tout, etc. Bon, ce qui se passe, c'est que si très tôt tu poses pas des règles basiques, après c'est de plus en plus dur. Ouais. Des règles basiques, c'est par exemple pas d'écran dans les chambres, on s'endort pas avec son écran, pas d'écran à table, tu vois. Mais même si on a même le réflexe de le faire, tu vois, il faut réapprendre à réutiliser ça, mais il faut le faire tôt. Parce que moi, souvent, j'ai des gens qui viennent... Ouais, ma fille, 17 ans, putain, smartphone toute la nuit, Ah ouais, bon, et comment je fais? Je dis, mais non, elle a toujours eu un smartphone tout le temps, toute la nuit, chez elle, dans sa chambre. Mais comment tu veux faire pour changer? Oui, c'est compliqué de rétro-pédaler. Et tu vas pas leur interdire le smartphone. Tu vois, c'est la crise assurée. C'est certain. Réguler, parler tôt, parler beaucoup. Toi, tu dors pas avec ton smartphone alors? Si, il est à côté de moi, mon smartphone, et moi, je l'utilise pas la nuit. D'accord. Ouais. Est-ce qu'en plus de 20 ans de pratique, tu as vu des addictions qui ont totalement disparu? Non. Pas totalement, mais quasi l'héroïne. Ah. Ouais. Ça a été supplanté par la cocaïne. Non, par les médicaments opioïdes, les antidouleurs, à base de morphine, etc., et par les nouvelles drogues de synthèse aussi. D'accord, donc ça, une nette différence. Ah ouais, très nette. Est-ce qu'on peut développer une addiction même à un grand âge? Ah ouais, tout âge. À tout âge. Ouais, tout âge. Ouais. Tout petit? Ouais. Non, petit, non. L'addiction, c'est vraiment, je trouve, après 18, presque majeur, tu vois. D'accord. T'as des 15-16 ans qui peuvent développer, mais c'est vraiment un petit peu après, quoi. Et on parle pas d'addiction sur le smartphone, tu penses? Non, l'addiction au smartphone, ça veut rien dire. On parle d'usage problématique du smartphone. D'accord. Ah, ça, c'est hyper intéressant, je savais pas. Ouais. Ça emprunte aux symptômes d'addiction, mais c'est pas une addiction. Dans les addictions un peu modernes, écran, justement, on vient d'en parler, mais travail, réseaux sociaux, etc. Le binge-watching, c'est une addiction ou juste un plaisir coupable? Non, c'est pas une addiction. C'est pas une addiction. Non, il y a eu des études, ouais. Toi, tu regardes beaucoup les séries en cascade?
J'aime bien regarder des séries, mais quand je regarde une série, un épisode, tu as toujours ce cliffhanger à la fin Bah qui fait ouais. que tu as envie de regarder le suivant, Bah et ouais. puis le suivant, Bah et ouais. puis tu regardes l'heure, il est 3h du matin. Ouais. Bon, faut faire attention à ça, juste à ça, en fait. Ouais, le fait de moins dormir. Ouais, faut faire juste à ça, mais c'est cool de binge-watcher. Dans Ouais. Docteur Addict ou pas, Ouais. tu parles d'empathie héroïque, ou le fait qu'on a plus d'empathie pour les héros lorsqu'on binge-watch, Ouais. parce qu'on lit beaucoup. Ouais. Mais en fait, il y a, comment dire, quand tu vois un héros dans les séries, t'as tendance à t'identifier un peu et à envoyer une espèce, comme si tu l'avais en face de toi, tu vois, et que tu envoyais, enfin, que tu comprenais, t'arrivais à te mettre à sa place, quoi. Surtout au niveau émotionnel, etc. C'est ça, l'empathie héroïque. C'est comme s'il vivait avec toi, quoi. Tu Ouais, peux c'est parler ça. de lui comme Ouais, s'il était ouais, présent. voilà, présent. Ouais, c'est vrai. Hein. Et ça aussi, ça accroche pour voir la suite des épisodes. Ils sont forts. Ouais. Le travail peut devenir une addiction à part entière, avec des conséquences graves. Tu parles d'AVC, de risque cardiovasculaire dans tes livres. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? L'addiction, c'est une maladie et peu importe les substances et les comportements. Toujours en les fait, 5C. Ouais, les 5C, 12 mois, il y a d'autres symptômes, encore une fois, le manque, etc., l'augmentation des doses, etc. En fait, que tu mettes une drogue ou du travail ou du sport ou ce que tu veux, bah, c'est la même chose, en fait. D'accord. C'est-à-dire que le travail, finalement, ne devient plus une source de plaisir, ça devient une source pour ne pas souffrir, en fait, tu vois. C'est que tu travailles pour pas souffrir. Ah, c'est une fuite. En fait, et tu souffres. C'est une fuite. Et tu continues à souffrir, ouais. Je te donnais un exemple concret. Il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, 15 ans, j'ai consulté un hypnothérapeute parce que je travaillais beaucoup. C'est-à-dire, quand je dis travailler beaucoup, je comptais mes cycles de sommeil pour dormir 3 cycles par nuit, me réveiller à 4h30 du matin, travailler toute la journée et me recoucher en disant « ça, c'est une journée productive ». Je vais voir l'hypnothérapeute parce que j'étais crevée et je disais « mais je veux continuer à travailler autant parce que j'ai besoin d'avancer ». Ça a été un fail total. Comment on fait pour aider les gens qui sont addicts au travail ? Alors, tu peux pas les rendre abstinents au travail, mais tu leur réapprends à plusieurs choses, en fait. C'est comme un tabouret avec quatre pieds, tu vois. T'as le travail, t'as la vie perso, t'as la vie de couple et t'as la vie de famille, en fait, avec les hobbies, etc. Donc, il faut réaxer, c'est qu'il faut que ce cercle, il soit équivalent pour chaque élément, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui est addict au travail, le travail, en fait, prend tout le tabouret, en fait, tu vois. Donc, il faut que tu rééquilibres tes pieds. Et comment tu rééquilibres tes pieds ? Avec plutôt de la psychothérapie où tu vas travailler tes racines perso, de la thérapie comportementale pour te réapprendre à gérer ce travail qui est un peu excessif, ces envies de travailler n'importe comment, etc. Et il faut que tu travailles aussi l'aspect couple et famille, en fait. Bon, c'est un manque d'équilibre. C'est une fuite, en fait. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est l'heure. pas une fuite, ouais, parce que la fuite, ça pourrait être pour tout, en fait. Mais non, c'est une vraie maladie où tu souffres, quoi. Ouais. Et t'es même pas productif quand t'es addict au travail. Non, j'avais l'impression de me perdre un peu, ouais. Là, tu te perds. De vouloir faire plein de choses à la fois, mais on se perd. J'ai envie de parler des drogues. Ah, ouais. Ouais. T'aimes les drogues ? Non, pas du tout. Ah. Non, pas du tout. Et j'ai lu aussi, toujours, alcoolique, toxicomane, on n'utilise plus ce mot. Arrête, ne dis pas ces mots, c'est horrible. Mais je le savais pas. C'est horrible. Je le savais pas. Pourquoi Ivrogne aussi. Ivrogne. J'ai fait une interview il y a pas longtemps sur, non, je dis pas la radio. Et il me dit mais comment on devient ivrogne ? Ah ! J'avais envie de le taper. Ok, ne me tape pas, s'il te plaît. J'ai bien compris que non, on ne tape pas, on ne tape pas les femmes. J'ai bien compris qu'on ne les utilisait pas. Non, c'est stigmatisant. Ok. Alcoolique, c'est stigmatisant. Tu vois, toxico, c'est horrible. Non, ils sont malades. Ouais. Tu vois, parce qu'on les a utilisés. On va pas dire pour diabétiques dégénérés de l'insuline, tu vois. Ouais. Tu vois, donc on les utilise plus, c'est fini. Non, addict à quelque chose. Et est-ce que addict c'est une maladie, donc c'est complètement indépendant d'avoir un manque de volonté? La volonté, ça n'existe pas. Vouloir, c'est pas pouvoir, tu vois. La volonté, c'est un tout petit truc dans un circuit du cerveau qui s'appelle le circuit de la motivation. Donc c'est la motivation, on va changer son comportement qui est important. Tu vois, c'est l'addict, il a plus, ce circuit ne marche plus. Donc il est plus motivé à changer son comportement. D'accord. Et comme il perd contrôle, il n'y a pas le contrôle qui va dire à la motivation, vas-y, modifie le truc. Ok. Parce que souvent on le dit ça aux gens, non? Pareil, ça sert à rien. T'es en surpoids, c'est parce que tu manques de volonté, tu vas pas aller faire du sport. Ça sert à rien. T'es alcoolique, on le dit plus, hein. Non, ça sert à rien. Oui, ou t'es déprimé, bouge-toi, quoi. Tu vois, ça sert à rien tout ça. Ouais. Cannabis, pour ou contre la légalisation? Pour. Légalisation contrôlée, ouais, pour. 20-25 ans, pour, dans des conditions particulières, mais contrôler de la production, on va dire de la culture à la production finale. Ouais, je suis pour à fond.
Le cannabis, ça aide vraiment dans certaines situations, dans la thérapeutique? Ouais, tu as une forme de cannabis médical qui aide dans les douleurs chroniques, dans certaines pathologies, dans les cancers, la sclérose en plaques, etc. Donc régulation, mais autorisation. Ouais, mais sous contrôle. Sous C'est-à-dire contrôle. pas les ados, pas quand tu conduis ta voiture ou ton scooter. Comme l'alcool. Pas dans les populations vulnérables aussi, ça aussi c'est important. Comme l'alcool. Ouais, l'alcool c'est beaucoup plus aux open quand même. Hein. Ouais. Et la taxation sur l'alcool? Bah, c'est très bien de taxer, mais il faut utiliser l'argent pour la recherche et la prévention. Ça c'est un peu moins fait, quoi. Est-ce que tu imagines qu'un jour on puisse mettre des images comme sur les paquets de cigarettes, mais sur les bouteilles d'alcool? Ah, mais ça fait longtemps qu'on essaye d'avoir des trucs comme ça. Même le pictogramme pour la femme enceinte, il est tout petit sur les boîtes. Ce serait bien de... Mais pourquoi? Parce qu'il y a un lobby derrière tout ça, quoi. Il y a plein d'argent. Il y a la fierté nationale aussi. Oui. Et c'est un problème, ça. Ouais, parce que l'alcool, c'est... Alors, je connais sur les chiffres du cancer du sein, tu vois, c'est 8000 cancers par an du sein. Ouais, c'est 17% Et pourtant, des cancers. j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de contraintes sur la nicotine ou sur d'autres choses que sur l'alcool. L'alcool, c'est un autre business. Le tabac, c'est très taxé aussi, mais... C'est très taxé. Et est-ce qu'il existe une drogue dont on ne guérit presque jamais, dont on n'arrive pas à sortir d'addiction? Le heavy metal. Donc ça, c'est ton addiction. Ouais. Positive. Positive. Ok. Depuis combien de temps? Depuis 1983? Non. Exactement, ouais. J'ai lu, hein. Ouais, j'ai exactement. vraiment lu. Avec Kiss. Et Kiss, ouais. Ça, c'est beau. Ouais. Ça, c'est beau. Regarde, je t'ai mis un beau t-shirt japonais de Kiss. Magnifique. Ouais. Ça fait partie de ta collection. Ouais. Mais je suis honorée que tu l'aies sorti et ça pour fait ce longtemps, podcast. ça fait longtemps que je l'avais pas mis, en plus. Il y a d'autres addictions qui sont beaucoup moins connues, je pense, du grand public. L'addiction au sexe, ça prend quelle forme? J'ai lu ça dans ton livre. Ah ouais, tu connaissais pas? Avant, on parlait de nymphomane, je trouve ce horrible. mot encore horrible. Bien évidemment, horrible. Ouais. Mais ça prend quelle forme, en fait? Et puis finalement, est-ce qu'il y a un mot, tu vois, nymphomane, femme, et pour les hommes, non, il n'y a pas Don Juan? Non. Tu vois? Ouais, mais ça existe, ça aussi, mais ça n'existe plus, en fait, mais ça existe. Don Juan, c'est une forme clinique d'addiction sexuelle qu'on appelle la séduction compulsive, en fait. Mais c'est plus rare, quand même. Mais addiction sexuelle, chez l'homme, chez la femme. Et même, il y a un terme de l'OMS qui dit trouble comportemental sexuel compulsif. Donc ça, c'est le terme officiel de l'OMS. Et donc, c'est quoi? 5C, 12 mois du sexe. Et c'est du sexe légal et plutôt plusieurs activités sexuelles. C'est-à-dire regarder du porno en streaming, plus faire des cams, tu vois, avoir des partenaires en vrai ou en virtuel. Tu vois, c'est un peu tout mélangé. Et ça crée des problématiques après physiques, ouais. psychologiques. Les deux. Physique et psychologique, le couple. Souvent, les gens vont consulter. L'immense majorité des motifs de consultation, c'est la personne dans le couple qui découvre cette vie cachée, tu vois. Cette vie cachée, parce que il y a un fonctionnement, on va dire, lambda, et à côté, il y a une vie sexuelle qu'on appelle Second Life, qui est une vie sexuelle, tu vois, sans limite, quoi. Ça touche plus souvent des personnes en couple? Ou pas forcément? Non, pas forcément. Pas forcément. D'accord. Tu parles d'érotomanie dans le livre. Je trouve ce concept hyper intéressant. Tu peux en parler? C'est pas une addiction, l'érotomanie. L'érotomanie, c'est une forme déviante, c'est une forme psychiatrique, on va dire, délirante qui touche l'amour, en fait. En fait, l'érotomanie, c'est la conviction délirante d'être aimé. Tu vois? Ouais. Et donc, c'est, par exemple, je suis avec toi, là, je parle, et je vois, tu tiens ta tablette comme ça, peut-être que tu dois être amoureuse de moi. Et donc, dans ma tête, vous inquiétez pas, hein, c'est un exemple. Mais dans ma tête, je me dis, voilà, il y a un premier signal, quoi. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Il y a cette première phase qu'on appelle l'espoir. C'est que, comme je sais que tu m'as envoyé un message où tu es amoureuse de moi, moi, je vais t'écrire, je vais t'envoyer des cadeaux. Mais toi, tu es dans cette relation. C'est moi. Ouais. Toi, t'as rien fait. Ouais. Okay. Moi, je t'envoie, voilà. Ouais, des messages, je commente pas. Parce que maintenant, c'est très moderne aussi. L'érotomanie, elle est très digitale. Donc, moi, j'ai déjà soigné des personnes qui envoyaient 700, 800 SMS par jour, tu vois. Donc, à la personne aimée qui n'aimait pas.
Et bah, je vais t'envoyer des messages, je vais t'envoyer des trucs, je vais commenter tes trucs, etc., etc., etc. Mais non-stop, non-stop, non-stop. Toi, tu vas dire, bah, c'est un peu bizarre quand même, tu vois. Il y a Enfin, un au peu... bout de 800, je me serais dit que c'est bizarre avant les 800 messages quand même. Hein. Ouais, donc tu vois, donc ça c'est l'espoir. Mais moi, en retour, j'ai rien, j'ai pas de message. Ma deuxième phase, ça va être le dépit. Le dépit, c'est quoi? Bah, je vais attendre que tu me répondes quand même, tu vois. Et là, comme tu me réponds pas, bah, je vais déprimer. Ouais. Je vais déprimer, je vais être triste, je vais essayer, mais ça marche pas. Là. Bon. Et la dernière phase, là, c'est la pire, c'est la rancune. Où là, bah, tu veux pas de moi, bah, je vais t'agresser. Voilà. Violence. Ça peut être violent, ouais, ça peut aller jusqu'à le meurtre. Hein. Il y a eu des cas comme ça. Ouais. Des fans qui vont tuer par exemple, leurs idoles. Tu vois. Donc, c'est ça, espoir, dépit, rancune. La conviction délirante d'être aimé, c'est un trouble délirant, hein, l'érotomanie. Et ça touche plus les femmes que les hommes. J'ai envie de parler d'amour. Ouais, c'est bien. C'est bien l'amour, non? Ouais. Je me souviens, quand on était plus jeune, alors, je vais pas généraliser, quand j'étais plus mais jeune... t'es jeune, non? Tout est relatif. Ouais. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que l'amour, plus il était difficile, plus je souffrais, plus c'était du vrai amour, tu vois. Ouais. Et un jour, on m'a dit, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, l'amour, il est jamais aussi beau que quand il est simple. Qu'est-ce qu'on confond dans les deux choses? C'est une question compliquée, ça. Non, parce qu'après, tu sais, il y a beaucoup dans l'amour, il y a aussi beaucoup tes représentations personnelles de ce que tu attends de l'autre, de ce que tu as appris toi, de ce que tu as vu toi, tu vois, aussi de ton éducation, etc. Donc, personne n'a cette même représentation-là. Peut-être que... C'est intéressant ce que tu dis. Hein. Oh, merci. Peut-être que... ouais, ce côté de... Il faut un peu souffrir, et si tu souffres, c'est un peu de l'amour fort, quoi. Exactement. Ouais, non, mais ça, c'est des éléments que tu as dans ton histoire perso, ça. Dans l'histoire perso. Ouais. J'avais l'impression aussi, quand tu regardes un peu des films, des séries, les héros, ils sont toujours... Même quand tu lis, je lis beaucoup, et j'ai lu beaucoup de chick lit, comme on dit, de young adult book, et vraiment, les héros, ils souffrent. Homme rencontre femme, homme et femme s'aiment, et puis à un moment donné, il y a une explosion, ils s'éloignent, et puis ils se retrouvent. Et cette explosion fait qu'ensuite, quand ils se retrouvent, c'est encore plus fort, tu vois. Je sais pas si c'est une différence entre la passion, l'amour, et un mélange un peu de tout. Bah, dans l'amour, au début, il y a beaucoup de passion quand même, tu vois, ça joue. Hein. Heureusement. Et c'est un peu même addictif, tu vois. T'es un peu, tu vois, tu sais, il y a ce côté où tu perds un peu contrôle, tu peux pas t'empêcher tu vois, tous ces trucs, t'as des envies répressibles de voir l'autre, d'être avec l'autre, etc. Donc, ça peut être une addiction. Ça peut... Alors quand ça dépasse 12 mois. Ouais, non, mais ça peut déraper en dépendance affective, surtout. Et ben c'est le prochain sujet. Voilà, la dépendance affective. Ouais. C'est une vraie maladie aussi, j'entends. Ouais. Moi, j'appelle ça l'addiction amoureuse, mais tu vois, c'est... ça ressemble un peu à l'érotomanie. Non, sauf que l'autre est au courant. C'est pas délirant. Non, c'est pas délirant. C'est pas délirant parce que dans la dépendance affective, le dépendant affectif souffre, lui. Il souffre du manque de l'autre, il souffre de l'absence de regard précis de l'autre, il est toujours en demande d'eux, il a peur d'être abandonné. Enfin, il y a tous ces éléments-là qui jouent dans la dépendance affective. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en entend beaucoup parler de la dépendance affective. Au fait, les femmes parlent beaucoup de ce... Ça touche plus les femmes que les hommes? Un tout petit peu plus les femmes que les hommes, ouais, un tout petit peu plus. Mais les hommes sont touchés aussi. Ouais. Encore une fois, ça dépend de tes racines perso, en fait. Tu vois. Tout remonte à l'enfance. Tout remonte à ton histoire personnelle, pas que l'enfance, mais ton histoire. Ouais. La manière dont tu te construis. Ouais, la manière dont tu te construis, tes interactions avec l'autre, ton histoire familiale, ton histoire perso, etc., bien sûr. Je vais commencer une psychothérapie. Ouais. Donc toi, t'as grandi fasciné par le rock, le métal, alcool, sexe. Le hard rock. J'ai vu, alcool, sexe. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à la dictologie, finalement? Ouais, c'est ça qui m'a amené à la dictologie en partie, je pense. Tout ça est très inconscient, tu vois. Ouais, moi les idoles, enfin, à part Kiss, qui consommaient aucune substance, mais moi, les autres groupes que j'écoutais, tu vois, c'était sex, drogue et rock'n'roll. Donc, et moi, je suis fan d'autobiographie, tu vois, des artistes en anglais. Et donc, ils racontent tous leur histoire de drogue, de tout ça. Tu vois, je suis passionné encore maintenant. Hein. C'est un truc fou, quoi. Ça s'arrête pas. Non. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, finalement, c'est la manière dont on se construit qui nous amène à être ce qu'on est aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, j'avais une question sur ton addiction à Kiss depuis 1983. C'est une addiction positive, mais tu as déjà répondu. Ouais, c'est une addiction positive, Kiss. Ouais. Là, c'est de pire en pire, mais... C'est de pire en pire. Bah, j'achète beaucoup de choses, quoi.
Ah, ça va devenir une addiction, attention, négative. Non, c'est pas de pas de crédit, Ok. pas de dette. Est-ce qu'un hobby très fort peut devenir une maladie? Le sport, la lecture compulsive, on en parlait tout à l'heure, mais le sport notamment. Ouais, l'activité physique, ça peut devenir, ça existe, hein, l'activité physique. Il y a l'addiction à l'activité physique. La bigorexie? Alors la bigorexie, on confond souvent bigorexie et addiction à l'activité physique. Ok. D'ailleurs, je fais un bisou à tous les coachs parce que des fois, ils disent non, le sport, c'est pas une drogue. Oui, ça peut devenir une drogue chez les sujets qui sont vulnérables. Et la bigorexie, en fait, c'est l'anorexie inversée. La bigorexie, c'est des gens qui vont faire de l'activité physique et qui vont sculpter leur corps, tu vois. D'accord. Et ils vont jamais être satisfaits de leur corps. Tu vois, t'as beau être... C'est de la dysmorphie un peu? Ouais, c'est de la dysmorphie corporelle. D'accord. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que quand tu fais de l'activité physique, a priori, tu dis waouh, cette personne, waouh, t'as super bien gaulé, etc., musclé, elle va avoir une santé en béton armé. Et en fait, certains, ils ont ce côté bigorexie, ce côté addiction à l'exercice physique, qui est une souffrance finalement. Hein. Et le côté avec aussi troubles du comportement alimentaire, avec une orthorexie ou d'autres types de troubles du comportement alimentaire. Donc il y a des addictions presque pour tout, ce que je le disais. Tous nos comportements, qui sont source de récompense, peuvent basculer dans l'addiction si tu es vulnérable. D'accord. Tout. Manger, boire, sport, l'amour, le sexe. Là, on voit des cas de chirurgie esthétique. On a des cas de tanorexie, c'est le bronzage. C'est exactement ce que j'allais te demander. Tu vois, je connaissais même pas l'addiction au bronzage. Alors, c'est rare, mais ça existe. C'est plutôt féminin. Tu as des femmes qui vont se faire cramer. Au risque d'avoir un cancer de la peau? Ouais, nous, on les voit comme ça, en fait, quand on consulte. Quand il y en a, on ne voit pas beaucoup, mais tu vois, c'est un mélanome, hop, et tu as derrière cette addiction comportementale. D'accord. Voilà. Et prendre l'exemple des sportifs de haut niveau, qui s'entraînent énormément ou qui font énormément leur sport parce qu'ils sont bons dans l'entraînement. Quand ils s'arrêtent, parce que leur carrière s'arrête, parce que peu importe, est-ce qu'ils vont compenser après derrière? Est-ce que c'est courant d'avoir une compensation vers une addiction? En fait, ce qui se passe chez ces sportifs de haut niveau, ouais, on en voit certains en consultation, ils sont haut niveau, hyper performants, plein de succès, etc. Ils s'arrêtent et ils basculent vers des produits. Parce qu'ils recherchent ces sensations, etc., etc. Cette adrénaline. Et le problème, c'est qu'il faut préparer sa retraite quand on est un sportif à haut niveau. Si tu as cette vulnérabilité-là en plus à basculer, moi j'ai déjà soigné des anciens sportifs de haut niveau qui prenaient de la coke, etc. Un petit jeu? Allez. Pour finir? J'adore les jeux. Ça reste un jeu sur la santé et sur la psychiatrie. Hein, alors vas-y. Si tu devais expliquer craving à un enfant de 8 ans. Craving? Ouais. L'envie à crever de le faire. Très bien. La dépendance à une mamie qui veut pas arrêter le sucre. La perte de la liberté de s'abstenir. L'addiction au travail. Moi, toi. Nous. Ouais. Comment tu l'expliques? Le travail, c'est la santé, mais... Attends. L'addiction au travail, comment on peut l'expliquer? On ferait simplement. Le travail, c'est la santé, mais ne rien faire, c'est pas la conserver. Sevrage à un ado qui est sur les réseaux et qui scrolle. Sevrage à un ado, attends. C'est pas mal ce jeu, j'adore. Sevrage, arrête, tu peux kiffer d'autres trucs, mais... ouais, je dirais ça. Arrête, tu peux kiffer d'autres trucs. C'est bien ça. J'aimerais qu'ils kiffent d'autres trucs, nos ados. Ouais. Laurent, merci beaucoup. Merci à toi, Alexandre. Pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. C'est cool. J'aimerais te poser la question signature du podcast. Vas-y. Si tu pouvais changer une seule chose dans la façon dont la société regarde les personnes dépendantes, qu'est-ce que ce serait? La stigmatisation. On arrête alcoolique, toxico, nymphomane. Ce sont des mots horribles. Ouais, la stigmatisation. Merci. Merci pour ton humour. Merci pour ton humanité. Merci d'être venu jusqu'à nous. C'était cool. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Santé Organisée. Et à très vite.